bienvenue dans la suite des périples de la croisade de la comète du 5e livre de la série des Éophores, l'ombre de la sorcière. Précédemment, la croisade partie d'Emerald Gira a atteint les vallées de l'Encolure, au nord du continent de Verdia. Un mur occupé par une garnison d'Ossiarques bloquait l'entrée de la vallée. Les Éophores ont réussi à y ouvrir une brèche, et après avoir remporté leur victoire contre les serviteurs de Nagash, ils ont pu continuer leur traversée dans les montagnes. Malheureusement, les croisés réaliseront que le mur qu'ils avaient réussi à passer était moins là pour empêcher d'entrer, mais bien pour empêcher quelque chose de sortir. La vallée était enveloppée d'une aura macabre qui ressemblait plus à une région de Shaish qu'à une région de Giran. De plus en plus de disparitions commençaient à être signalées, et certains membres de la croisade commençaient à entendre l'appel du sombre paladin qui provenait d'une forteresse en ruine située au centre de la vallée. La maréchale qui dirige la campagne, Isila Torion, décide, après un accord passé avec la seigneur Arcanum Astrea Solbright, d'aller avec un plus petit groupe d'élite armée vers la source de cet appel pour en déterminer la nature. Il s'est avéré que ce château était celui de la nouvelle cour de l'été d'Oshoran, le mortarque du délirium. Ce dernier y était plus ou moins piégé par les machinations de vampires noulamiens dans sa cour, qui servait Neferata, la mortarque du sang, et lui prélevait régulièrement son sang souillé afin de pouvoir l'acheminer dans les cités libres de Sigmar en le faisant passer pour un vin nommé le sang réal. Le groupe de la maréchale s'est retrouvé piégé à la cour du Shoran. La stabilité de l'esprit du mortarque avait l'air de premier abord vacillante, mais il a habilement su utiliser le désordre dans sa cour, qui était provoqué par la surprise de leur présence, pour pouvoir se débarrasser des sangsues noulamiennes et s'échapper de sa prison. En remerciement pour l'aide qu'ils ont apportée, le groupe de la maréchale a été autorisé à quitter la cour de l'été en paix, bien qu'avec quelques membres en moins. Une fois l'expédition rejointe, la croisade força le pas vers l'est afin de s'éloigner le plus possible de cet endroit maudit. En chemin, certains incidents ont commencé à arriver avec les membres qui sont revenus de la cour de l'été. Beaucoup en ont été traumatisés, certains étaient accablés de cauchemars, mais d'autres semblaient se perdre dans des illusions, perdus dans des états de béatitude et n'ayant pas vraiment conscience de ce qui se passait autour d'eux. Ils ne dormaient même plus et refusaient toute nourriture à part la viande. Lorsque leur folie les a menés à blesser d'autres membres de la croisade, il a été décidé d'isoler tout individu souffrant de ce qu'ils qualifiaient être une démence temporaire. La volonté d'Isila Torion arrivait tant bien que mal à maintenir la cohésion des Éophores. À chaque fois que la fatigue l'accablait, les rayons de lumière de Ish semblaient la revigorer. Elle avait d'ailleurs continué à changer physiquement depuis qu'elle avait continué à surutiliser la magie de Giran. Son regard avait maintenant un éclat d'émeraude et sa peau semblait prendre un aspect de bois poli. Elle n'ôtait maintenant jamais ses gants et ses doigts commençaient à ressembler à des serres d'aigle. Après avoir étudié les anciennes cartes de l'Encolure, il a été décidé de suivre le fleuve de Voril qui descendait vers le sud jusqu'à l'océan. Il y avait à l'embouchure de ce fleuve une place forte de mineurs nommée la Croisée de l'Épieur qui avait été établie par une ancienne croisade qui les avait précédés. Et il a donc été décidé que cette colonie serait la prochaine étape de la croisade. D'ailleurs, une missive provenant de la Croisée, écrite par Evander, le maréchal en charge, avait été reçue à Emerald quelque temps avant le départ de l'expédition de Gira, confirmant qu'il serait heureux de pouvoir aider à réapprovisionner l'expédition si elle venait à passer par la colonie. La croisade finit par sortir des montagnes sombres de l'Encolure et tout le monde a commencé à être rassuré lorsque les étendues d'eau turquoise de la mer pouvaient être aperçues. Et encore plus quand la croisée de l'Épieur était enfin visible au loin. Ces édifices avaient des toits en mousse, entourés d'une palissade avec plusieurs tours à canon. Cela ressemblait à un véritable havre de paix pour les Éophores, après toutes les épreuves qu'ils avaient traversées. Ils furent accueillis à bras ouverts et ont même eu le plaisir de recevoir un réapprovisionnement frais qui avait été livré par la mer peu avant leur arrivée, notamment des cargaisons d'amphores de vin rouge, qui ne sont autres que les fûts de céréales manquants qui étaient à Emerald. Pendant ce temps, le mortarque Ushoran, qui était enfin libre, s'est rendu à la source du fleuve de Voril, afin de pouvoir profiter de ses vertus curatives et soigner les légères blessures qu'il avait reçues lors de son évasion. Lorsqu'il se baigna dans ces eaux, son sang et son ichor souilla tout le fleuve, qui est devenu alors un canal diffusant sa terrible malédiction dans toute la région de l'Encolure. De son côté, l'expédition de Gira est repartie aussitôt qu'elle a pu. Cela dit, Vordis, le sous-maréchal de Torion, est resté en arrière à la colonie avec une petite force de la croisade afin de protéger leurs arrières au cas où les hordes du roi charognard les auraient poursuivis jusqu'ici. Les mages et savants les plus expérimentés de la croisade ont été chargés de localiser le meilleur lieu pour pouvoir enfin établir la cité. Aidés par l'expertise des membres de la croisée de l'Épieur, un plateau protégé par des formations
rocheuse sur ses côtés a été choisi. Ce plateau se trouvait non loin d'une porte au royaume, nommée la porte de Gilnarad. Le corps des éclaireurs y est allé en avance pour faire une reconnaissance. Ils ont été surpris d'y trouver un camp avec des tentes en peau cousue et d'où il émanait une odeur à la fois douce et écœurante, qui semblait éveiller les sens. Ils ont été vite découverts et attaqués par les habitants. Une bande d'Hédoniques de Slanesh qui se faisait appeler la Langue Tortueuse et était menée par un seigneur du nom de Xitistikos. Ces cavaliers rapides massacrèrent la plupart des éclaireurs, mais quelques survivants réussirent à atteindre l'expédition et à les prévenir du danger. Ces Slaneshi avaient été envoyés dans cette région au nom de l'archi-épicurien Glutos Ors Collion, qui était toujours à la recherche de mets toujours plus exotiques et avait entendu parler du vin de Soréal, si particulier, dont la saveur était si intense qu'elle changeait ceux qui le buvaient en goût cannibale. Le parfum de ce vin était si enivrant pour les Slaneshi que leurs gastrocenseurs, des mutants sans yeux ni oreilles, qui avaient un odorat surdéveloppé, pouvaient le sentir à des kilomètres. La bande réussit à envoler à la croisade en faisant un raid rapide et en s'enfuyant aussitôt. Leur monture exaltée était si rapide que les cavaliers de la croisade n'ont pas pu les rattraper. Du côté de la croisée de l'épieur, de plus en plus d'Éophores commencent à être infectés à cause de la souillure du fleuve. La coalite étant partie avec le plus gros de la croisade, le sous-maréchal Vandis a alors ordonné d'utiliser les réserves de boissons qui étaient venues d'Amerol, ne sachant pas qu'elles étaient elles aussi touchées par la malédiction du Soréal. Le maréchal Evander affirma alors qu'il était nécessaire de réparer le vieux barrage de Voril qui était plus en amont, afin de juguler la souillure jusqu'à ce qu'il soit possible de la purifier. Les Éophores menés par la maréchal Torion finirent par arriver aux portes de Gilnarad. Une vague de fierté se propagea parmi leurs rangs alors qu'ils avaient enfin atteint l'endroit où serait construite leur cité et qui sera nommé Vert-de-Gris. Cependant, on pouvait aussi voir les signes de pollution du passage des serviteurs du prince des excès. Pour éviter tout risque de corruption, les dévots de Sigmar ont commencé à se flageller afin que leur sang imbibe la terre et la purifie. Les prêtres verts d'Amorolgira commencèrent à planter des graines pour établir des barrières naturelles et le reste des Éophores s'attelait à établir en priorité des structures défensives. Du côté de la croisée de l'épieur, le maréchal Evander avait insisté pour s'occuper personnellement de la réparation du barrage. Le sous-maréchal Vandis a d'ailleurs été agréablement surpris de voir que de plus en plus des membres originaires de la colonie partaient le rejoindre pour l'assister dans sa tâche. Vandis en était reconnaissant, bien qu'il les trouvait quelque peu lugubres et étranges, ce qu'il attribuait au fait d'avoir vécu aussi longtemps dans ces régions sauvages. Mais il n'avait jusqu'ici eu aucune raison de se méfier d'eux, jusqu'à ce qu'ils soient approchés par une troupe de Lumines du temple Hydrelia, celui des esprits des rivières, menée par la sénéchale Oranas. Ils avertirent du véritable danger qui sommeillait au barrage de Voril. Le maréchal Evander et les habitants étaient en fait déjà corrompus par la malédiction d'Ushoran et étaient sur le point de dévier les eaux souillées vers le fleuve voisin nommé le Flottrissement et dont le courant menait à Vert-de-Gris, et cela dans le but de répandre davantage la malédiction du sang réal. Vandis se mit alors en route pour l'en empêcher. Pendant ce temps, les Hydrelia comptaient profiter de cette distraction pour s'infiltrer à la source du Voril afin d'y faire un rite pour la purifier, nommé le rituel d'Anour, la libération du courant. Une fois arrivé au barrage, Vandis rejoignit Evander sur son sommet. Après une conversation avec le maréchal, il eut la confirmation qu'il avait bel et bien sombré dans la folie, alors qu'il voyait des cadavres éophores dans les eaux noires du Voril. Un combat éclata au cours duquel Vandis a été poussé dans les vides, mais a été rattrapé exactement au bon moment par une silhouette ailée. Kretusa, l'oracle sorcière, était une fois de plus venue en aide aux éophores, comme elle avait fait à Amerol Aksha. Elle emmena le sous-maréchal jusqu'au camp de Vert-de-Gris afin de pouvoir parler à la maréchale Isila Torian. Il avertit de la menace du sang réal, dont les éophores n'avaient jusqu'ici pas conscience. Elle ajouta que son armée approchait et qu'elle ne pourrait aider à arrêter le destin funeste qui approchait que si l'armée de Vert-de-Gris se joignait à leurs forces au barrage. Au début, Torian avait du mal à lui faire confiance, surtout après qu'elle ait confessé être une Kénite, mais Vandis put reporter ce qui s'était passé au barrage de Voril. La maréchale Essila décida alors de partir avec ses troupes les plus mobiles et laissa le reste en garnison à Vert-de-Gris. Après quelques jours de voyage, ils pouvaient apercevoir le barrage. Une immense horde de ghouls les y attendait. Les formations castellanes se sont alors mis en ligne afin de leur faire face.
tout en prenant le soin de s'espacer à certains endroits afin de créer des canaux dans lesquels pourraient passer les Kénites qui les avaient rejoints. Au vu des forces des Manchères, si l'une ou l'autre de ces deux forces alliées était venue seule, elle n'aurait jamais pu prévaloir. Kretusa affronta dans un combat aérien le seigneur abhorrent Ailé qui commandait l'armée ennemie. Elle réussit à en sortir victorieuse, et lorsque le vampire vint se fracasser sur le sol, le maréchal Evander prit soudain conscience de ce qu'il avait fait et mit le feu à des barils de poudre qu'ils avaient utilisés afin de creuser des canaux pour dévier le fleuve, espérant que son sacrifice pourrait racheter ses fautes. Le barrage a alors été soufflé et la maréchale Torian donna l'ordre de se replier en hauteur alors que les eaux libérées déferlaient vers eux. Les Kénites la suivirent, cependant les ghouls, après la mort de leur seigneur, restèrent immobiles comme s'ils avaient perdu toute volonté et ont alors été avalés par les flots. Isilda Torian tomba ensuite à genoux et adressa une prière à la reine éternelle et au dieu roi en remerciement pour ce miracle. Vert-de-Gris était alors sauf pour le moment. Les Éophores vainqueurs retournèrent à Vert-de-Gris, accompagnés par Kretusa et ses Kénites. Leur magie de sang a permis de purifier ceux qui n'étaient pas encore totalement atteints par la malédiction du sang réel. Avant de partir, l'oracle sorcière mit en garde la maréchale contre une vague de sauvagerie qui est destinée à s'abattre sur les remparts de cette nouvelle ville. Plus tard, Vert-de-Gris commence à recevoir des rapports et des missives parlant d'une impératrice au sang de démons surgie des profondeurs du royaume infernal, dirigeant une armée volante de chevaliers de la ruine. Ce qui fait référence à Abraxia, la lance de l'élu éternel, qui fera son apparition dans le prochain livre, le livre 6, Hounds of Chaos, où la bras droit d'Archaon va apporter la destruction à travers les étendues de Ghiran. On sait qu'elle va finir par arriver à Vert-de-Gris, et d'après les chroniques des Dawnbreakers, il se pourrait aussi qu'il se passe des choses au Phénicium, la place forte des gardes phénix, qui servent le dieu animal, l'ours phénix. Il y a aussi pas mal de teases autour des Skaven. On a appris notamment qu'ils avaient saboté des lignes géomantiques, qui sont là où les flots de magie des royaumes sont les plus forts, ce qui fait partie du plan du Grand Raccordu pour permettre à la sous-dimension des Skaven de pénétrer dans les royaumes, ce qui n'était pas vraiment un mystère pour nous au vu de ce qu'on a pu voir dans la cinématique pour la 4ème version d'AOS. Autre chose qu'on apprend dans les chroniques, le seigneur Slaneshi qui a volé le sang réel l'apporte à Glutos Orskolion qui après l'avoir dégusté y porte un intérêt tout particulier et commence même à expérimenter avec sur des ogres. En ce qui concerne les autres événements qui se sont passés en Ghiran, le fait qu'Ushoran puisse souiller une région entière aussi facilement et de par le fait multiplier ses forces aussi rapidement fait vraiment de lui une menace majeure. Du côté des Lumines Hydriens, j'ai trouvé un peu dommage qu'ils ne soient pas plus présents. Leur présence pour moi était assez cohérente vu que chacun des 4 temples est toujours à l'affût de toute souillure ou corruption sur les royaumes. Du côté de Kretusa, une fois de plus, son intervention a été vitale, mais je trouve assez marrant qu'à chaque fois que sa tâche est terminée, elle lâche une dernière prémonition juste avant de partir de manière totalement floue. Ça fait un peu penser à l'oracle Cassandre dans la mythologie grecque, dont personne ne croyait vraiment les prophéties. Mais dans le cas de Kretusa, à chaque fois elle lâche un « vous allez prendre cher » et puis elle part. Aussi, un autre point que j'ai trouvé assez amusant, c'est par rapport au maréchal Evander, qui est mort de la même façon que l'a été le maréchal Malcorn du côté de la croisade d'Aksha. Ça fait un peu bizarre d'avoir des fins aussi similaires dans la même série d'histoires. Moralité, peut-être qu'il faut pas laisser un maréchal près de tonneaux de poudre. Voilà donc pour le résumé des événements Ghiranites du livre 5, j'espère que vous l'aurez apprécié. Annonce assez importante, la chaîne est maintenant partenaire avec My Hobby Place. C'est un magasin français qui vend des figurines jusqu'à moins 20% sur, entre autres, du Game Workshop, mais pas que, aussi du Wargame en général. Donc si vous pensez que le contenu de la chaîne vous a apporté quelque chose et que vous avez envie de vous prendre quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et en plus, ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Un grand merci d'avance à tous ceux qui le feront. Aussi, si vous pouvez et bien sûr souhaitez me soutenir davantage, il est aussi maintenant possible de rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Il y aura une vidéo qui vous expliquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier, notamment pour pouvoir voir des messages qui vous diront quel contenu arrive sur la chaîne en avance, ou même d'autres tiers qui vous permettront de voir des vidéos elles-mêmes en avance. Et merci infiniment d'avance à tous ceux qui rejoindront la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.